Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Les titres de ce mardi 1er décembre. L'année risque de s'achever sur fond de revendications sociales. Les diplômés sans emploi ont pris d'assaut les locaux de la fonction publique. Très déterminés, ils ont dénoncé les lenteurs dans le recrutement de 5415 agents annoncés par l'État du Sénégal depuis 2018. Ce 1er décembre, l'on célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida. La jeunesse sénégalaise est de plus en plus touchée, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Dr Safietou Thiam du CNLS alerte et invite à la vigilance. La maladie est encore là. Le parti présidentiel a 12 ans aujourd'hui. C'était à cette date, en 2008, lorsque Macky Sall se lançait à la conquête du pouvoir en créant l'Alliance pour la République. Et dans ce journal, nous allons analyser avec un expert les remous, les départs, les arrivées, les frustrations et les mutations au sein de la formation politique au pouvoir. Et enfin, comme tous les mardis, un nouveau numéro de votre rubrique Réussir au Sénégal. Une nouvelle success story dans le milieu de la mode cette fois. Et c'est l'histoire de Pape Ndiaye, parti de rien. Il a désormais sa propre marque de vêtements et emploie 14 personnes. La dépouille de Pape Bouba Diop est finalement attendue ce vendredi 4 décembre à l'AIBD. Elle va arriver à bord d'un vol Air Sénégal vers 14h et je rappelle que l'international sénégalais est décédé dimanche dernier en France des suites d'une longue maladie. Un autre décès qui nous a tous émus, Doudou Faye, un jeune garçon de 14 ans mort dans l'immigration clandestine. Le tribunal a rendu son verdict dans cette affaire. 2 ans de prison ferme contre le père Mamadou Lamine Faye. Le procès se tenait aujourd'hui à Mbour et le délibéré est attendu le 8 décembre prochain. Des jeunes de Boutoupa Kunda en Casamance victimes d'une attaque armée. Les auteurs des éléments supposés appartenir au MFDC, 2 d'entre eux ont été portés disparus et l'armée poursuit ses recherches. Et je l'annonçais en titre, les diplômés sans emploi l'ont encore remis ce matin devant les locaux du ministère de la fonction publique. Ils ont protesté contre un retard noté dans le processus de recrutement de 5415 agents. Et c'était une promesse de l'État qui date de 2018. Et Satou Diak, Sédina Mbaye ont suivi ce sitting. Diplômés sans emploi, nous voulons. Sur plus de 5000 postes annoncés en 2018, seuls 2000 sont attribués. Le regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal dénonce ce qu'il appelle un favoritisme et exprime son mécontentement. Nous ne pouvons pas accepter que des recrutements soient annoncés depuis 2018 jusqu'à présent. On est presque en 2021 et que ces recrutements ne soient pas parachevés. Et on a constaté des pratiques. Tous ces temps-ci, nous sommes au courant que des gens sont en train d'être cooptés de façon officieuse dans la fonction publique, alors que les listes ne sont pas sorties. Comment pouvez-vous expliquer ça? Et il s'est trouvé que ces gens qui sont recrutés, ce sont des gens qui ont des liens de parenté, de voisinage et des liens politiques. Ils mettent en garde Maria Massar et prévoient un second plan d'action. Et la principale responsable de tout ça, c'est la ministre Maria Massar, qui est la principale responsable de cette situation. Parce que c'est elle qui s'évertue à recruter des militants de son parti et ses propres militants. Nous ne pouvons pas concevoir que ce ministère de la fonction publique soit considéré comme une mairie. Il faut que l'on fasse la distinction entre une mairie et la fonction publique. La fonction publique appartient à tous les Sénégalais. L'immigration clandestine avec ses nouvelles vagues. Le collectif y voit une montée du chômage et demande des actions concrètes. Vous avez tous constaté qu'aujourd'hui, il y a des centaines de Sénégalais qui meurent en mer. Pourquoi ces jeunes meurent en mer? Parce qu'ils ont un désespoir. Et pourquoi il y a ce désespoir? C'est parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas d'emploi digne, ils n'ont pas d'emploi permanent. Et c'est normal qu'ils aillent chercher ailleurs. Mais pourquoi eux, les politiciens, ils ont le droit d'immigrer? Les politiciens, ils immigrent de l'opposition vers le pouvoir. Et maintenant, ils veulent que les jeunes n'immigrent pas du Sénégal vers l'Europe. C'est parce qu'il n'y a plus d'espoir au Sénégal. Promesse non tenue depuis 2018, le collectif des diplômés chômeurs veut une transparence dans les recrutements.
Il invite l'État à trouver des financements. Une autre revendication sociale exprimée cette fois par la Fédération des techniciens supérieurs et cadres intermédiaires de la santé. Ces agents déplorent des conditions de travail très difficiles. Les explications de leur président Elhadj Souleïlo recueillies par Awacham avec Mafalfal. Nos principaux problèmes, c'est le problème de reclassement des techniciens supérieurs de santé. Parce que les techniciens supérieurs de santé sont des agents qui sortent avec un diplôme qui équivaut à Bac+5. C'est-à-dire que c'est des infirmiers d'État et des sages-femmes d'État qui ont fait Bac+3 et qui reviennent à l'école pour faire 2 ans de formation. Donc tout cela équivaut à Bac+5. Mais sur le terrain, on a vu qu'ils sont reclassés au niveau B2, c'est-à-dire hiérarchie B2. Or, ils devraient être à la hiérarchie A. Donc ça, c'est une première revendication. Et la deuxième revendication, c'est que c'est l'application du système LMD au niveau des écoles de formation en santé. Parce que c'est une recommandation de l'Organisation ouest-africaine de la santé qui recommande à tous les pays de l'Afrique de l'Ouest d'appliquer le système LMD. Et jusqu'à présent, ceci date de 2009, jusqu'à présent, au niveau du Sénégal, ce n'est pas appliqué. Or, dans tous les pays de la sous-région, que ce soit au Mali, en Côte d'Ivoire, ils sont en train d'appliquer le système LMD. Le Sénégal refuse d'appliquer ce système-là. Donc ça aussi, c'est une revendication que nous voulons porter à la connaissance du pays. Parlons de santé toujours, la journée mondiale de lutte contre le sida, c'est aujourd'hui, ce 1er décembre. Et contrairement à l'impression que cela donne, les jeunes Sénégalais sont de plus en plus touchés par le VIH-Sida. C'est l'alerte de la secrétaire exécutive du CNLS, le Comité national de lutte contre le sida. Dr Safietou Thiam appelle à plus de vigilance. Ousmane Gueye l'a joint ce matin. Les nouvelles infections à VIH baissent dans toutes les tranches d'âge, sauf dans la tranche d'âge des 15-24 ans, et elles augmentent dans cette tranche d'âge. Donc, c'est la tranche d'âge des jeunes. Les jeunes, je pense que maintenant, l'approche que nous avons, c'est de les impliquer dans la définition des stratégies qui les concernent. Au lieu de leur donner des messages, nous leur donnons toutes les informations sur le VIH et eux, ils formulent les stratégies que nous devons faire pour atteindre leurs pairs jeunes. Et c'est justement dans ce que nous travaillons avec l'UNICEF et l'UNESCO pour atteindre cette cible, protéger cette cible qui est la seule garante d'une génération sans sida. Informer, éduquer et prévenir. L'école est sans doute l'endroit privilégié pour sensibiliser sur le VIH. Notre reporter Ndeye Mariam Gueye est allé à la rencontre de jeunes élèves. Ces derniers lui ont confié leur perception du VIH-Sida. Reportage. Un silence cathédral règne à l'école Magatte Kodou Sarr Ndiaye, ex-Taïba. À 7 heures de la journée, les élèves sont en classe. Le directeur fait venir Aïcha, élève en classe de CM2, pour répondre à d'autres questions sur le sida. Elle semble maîtriser le sujet. Le sida est une maladie sexuellement transmissible. Il est incurable. Il existe des médicaments pour calmer la maladie qui s'appelle les médicaments antirétroviraux. Pour se protéger du sida, il faut éviter de partager les objets tranchants et être fidèle. Son camarade est formel, on peut bel et bien se protéger du virus. Il faut faire des dépistages et être fidèle et ne pas partager des objets tranchants ou pointus. Oui. Mais il faut éviter que son sang vous touche ou de ne pas partager des objets tranchants ou pointus avec cette personne. Cette journée mondiale de lutte contre le sida passe presque inaperçue. En ces temps de pandémie, le coronavirus, toujours présent, n'en est peut-être pas pour rien. Merci beaucoup, Ndeye Mariam Gueye. Les travaux du BRT, le bus rapide de transit et leur lot de désagréments. Le rond-point Grand Dakar a été désengorgé aujourd'hui. Maisons, cantines, étals, tout a été démoli. Des opérations suivies par Abdourahmani et filmées par Mafalfal. 3 voies fermées à la circulation. L'embouteillage est inévitable. À l'origine de ce blocage,
la libération des emprises pour les travaux du projet Bus Rapid Transit. Nous sommes non loin du lycée John Fitzgerald Kennedy, témoin de la démolition d'habitations dans le secteur. Opération sous la supervision des forces de l'ordre et du préfet de Dakar. Les vendeurs de fleurs à côté du lycée Blaise Diagne ne sont pas épargnés ni même des toilettes de fortune. L'accès dans la zone n'est autorisé qu'aux camions qui transportent les gravats. Les arbres également, je préfère le dire tout de suite, feront l'objet en tout cas d'abattage. Parce qu'on ne peut pas mettre la route ailleurs. Mais ce projet, étant un projet extrêmement important, va intégrer l'aménagement paysager. Donc nous avons lancé la libération des emprises aujourd'hui, après un long processus, depuis le recensement des impenses, depuis le recensement de tout ce qu'on appelle les PAP, les personnes affectées par le projet, les travaux de conciliation, les paiements, les sommations. Donc sauf erreur, véritablement, toutes les personnes éligibles ont reçu leur chèque. Vous avez dû le constater de manière régulière pour plus de 2 milliards. Des démolitions qui ne sont pas sans risque. L'électricité était toujours fonctionnelle dans cette cantine. C'est toujours risqué. Ce n'est pas pour rien que moi, en tant que préfet de département, j'ai préféré superviser ça personnellement. Bien sûr, plusieurs réunions ont été tenues avec la Sénélec, les sociétés concessionnaires de manière générale, avec la Sénélec, la Sen'Eau, etc. Donc nous avons en tout cas pris le maximum de garanties. Mais néanmoins, la Sénélec est là. On n'est jamais suffisamment protégé. En tout état de cause, notre intention, c'est de minimiser les risques. Amdi Moustapha Niang, victime de ces déguerpissements, reconnaît tout de même la pertinence du projet BRT. Pris cependant au dépourvu, il a été obligé de ranger ses voitures sur une ruelle. Ce qui le préoccupe le plus, le sort de ses employés. Nous ne nous attendions pas à ça, mais bon, lorsqu'ils sont venus aussi, nous avons pris nos dispositions. Mais mon problème, ce ne sont pas mes voitures, mais mes employés. J'en ai au moins 10 et chacun pouvait en une journée rentrer avec au moins 10 000 ou 15 000 francs CFA. Là, nous sommes obligés de mettre un terme à leur contrat, malheureusement, jusqu'à trouver un endroit adéquat. Le BRT, un projet qui a pour ambition de fluidifier le trafic en réduisant la congestion routière. Une ligne qui va relier Dakar à sa banlieue sur un linéaire de 18 km. Prochaine étape, la libération des emprises à Castor pour le projet de construction des 18 ponts et autoponts. Après Ziguinchor, Kolda a abrité la campagne nationale de vulgarisation du plan d'aménagement et de développement territorial. Le choix de la région de Kolda se justifie, selon le ministre des collectivités territoriales Omar Gueye, par sa position géographique. De nos envoyés spéciaux à Kolda, Adamassar, Cherougaye. La région de Kolda attend beaucoup du plan national d'aménagement et de développement territorial, le PNADT. Ici, le niveau d'accès aux services sociaux de la région est largement en deçà de la moyenne nationale. La position géographique de la région de Kolda lui confère également un rôle de plateforme commerciale ouverte sur la sous-région avec d'importants flux commerciaux transfrontaliers vers la Gambie, la Guinée-Bissau à travers le marché de Diaoubé, qui est très bien connu. Donc il va falloir que nous puissions, à travers nos territoires, assurer le développement économique et social de notre pays. L'administration territoriale est prête à partager l'ensemble des informations de ce plan avec les populations. Les sous-préfets sont en train d'organiser leur conférence territoriale, suivront celle organisée par les préfets et le gouverneur que je suis. J'ai programmé ma conférence territoriale le 5 janvier. Et dans les thèmes de référence de ces conférences territoriales-là, M. le ministre de l'Intérieur a insisté sur 2 documents phares, la charte de la déconcentration, mais également le plan national d'aménagement du territoire. Les élus locaux apprécient la démarche. Ici à Kolda, le découpage territorial par endroit pose problème. Et nous avons hâte, je dis bien, nous avons hâte de découvrir le contenu de ce plan. Le plan nous permet désormais d'agir en réfléchissant. C'est terminé cet empirisme qui consiste à mettre une infrastructure par-ci, une école par-là, un lycée par-là, une université. Non, désormais, il va falloir, avec le plan d'ensemble,
agir localement. La région de Kolda est créée par la loi 2008-14 du 18 mars. Elle est divisée en 3 départements. Elle compte 43 collectivités territoriales. Retour sur Dakar Amnesty Sénégal sur la découverte de centres de redressement à Darussalam. Son directeur exécutif, Seydi Gassama, déclare que ces centres existent depuis très longtemps au Sénégal et les autorités ont préféré fermer les yeux sur ces situations. Entretien avec Matar Guerre, Cher Diop. Tout le monde était au courant de son existence. Donc si les forces de sécurité disent qu'ils ont seulement découvert maintenant ces centres, je pense qu'on doit virer ces personnes-là. Ces centres existent depuis très longtemps. Les autorités sont au courant, le ministère de la Santé est au courant. Ce qui aurait dû être fait, c'est d'encourager le marabout à s'inscrire dans un cadre légal, à faire en sorte que non seulement ces centres soient reconnus, mais que les pratiques qui ont lieu dans ces centres soient conformes, n'est-ce pas, au respect des droits humains. Et surtout qu'ils puissent embaucher des professionnels pour travailler dans ce centre. Il en a les moyens, il en a les possibilités d'embaucher des professionnels. Il faut l'encourager à le faire et non pas utiliser les méthodes fortes qui peut-être, il y a des décennies, étaient acceptables, mais qui aujourd'hui, du point de vue des droits humains, ne sont plus acceptables. L'un des titres de ce mardi, il y a 12 ans, Macky Sall se lançait à la conquête du pouvoir en créant son parti l'APR, l'Alliance pour la République. Depuis 2008, donc, le parti a connu des mutations, des départs, des arrivées, mais aussi des frustrations internes. Le regard global de l'observateur politique Babacar Diouf sur le parti au pouvoir, un sujet signé Pape Ibrahim Ndiaye. Toutes mes forces avec l'équipe gouvernementale à donner une vision pratique, à donner corps à la vision du chef de l'État. Premier ministre en 2004, il voulait traduire la vision politique de son mentor, mais par la force des choses, il se retrouve à l'affronter jusqu'à accéder à la magistrature suprême en 2012. À gagner et à réaliser ensemble le changement attendu par les populations. L'histoire de Macky Sall et de l'Alliance pour la République est intrinsèquement liée à Abdoulaye Wade, on peut dire même à la famille Wade. Entre les deux, voire les trois même, c'était le couple parfait, mais en 2007, le président de l'Assemblée nationale, Macky Sall, pose un acte qui sonne comme un divorce. Il invite le fils du chef de l'État à s'expliquer devant les députés sur les comptes de l'Agence nationale pour l'organisation de la conférence islamique, un fait majeur certes, mais pour Babacar Diouf, observateur politique, l'histoire de l'APR, c'est d'abord la trajectoire personnelle de son patron. Une carrière qui n'a jamais été réalisée par un quelconque autre politicien sénégalais. Ce qui lui a permis d'être dans une posture, mais malheureusement, il y a eu ce conflit que je juge non antagonique, mais qui, semble-t-il, a été l'effet déclencheur qui l'a amené à renoncer à tous les mandats qui lui ont été donnés par le Parti démocratique sénégalais. Il est allé au local de 2009 avec Dekal Ngor pour gagner des mairies au plan symbolique de Fatick par exemple. Et ça lui a valu une posture. Après des mois de bataille, surtout de mobilisation à l'intérieur du pays, Macky Sall, entouré par les chefs de l'opposition, renverse la vague bleue du SOPI et installe le Yoonu Yokkute. Avec son deuxième mandat, la mouvance présidentielle et en 12 ans d'existence, le parti a connu toutes les étapes. Faut alors jeter un regard sur le rétroviseur pour comprendre son état actuel. Tant que le président sortant Abdoulaye Wade persiste dans sa volonté de vouloir briguer un troisième mandat, bien entendu, le pays sera bloqué. Je connais la plupart de ceux qui ont été nommés dans le groupe de débatteurs de 30 personnes, les Biram Faye, les Tamsir, les Thérèse et autres. Ça, c'était les jeunes de l'APR à l'origine. Donc si aujourd'hui on nous dit, par la voie autorisée de Mahmoud Saleh, que certains ne sont pas légitimes historiquement parlant par rapport à l'APR parce qu'ils sont passés par le biais de l'administration pour devenir des militants. Donc si on les met au frigo, on comprend que 12 ans après, l'APR essaie de consolider sa base originale.
En 12 ans de règne, les contextes ne sont pas les mêmes, les dynamiques ont changé, le paysage politique également, mais Babacar Diouf souligne des traces d'histoire similaires. La première similitude, c'est qu'il y a eu des événements exogènes qui ont fortement marqué la gouvernance. Pour Wade, il s'agissait de la crise alimentaire qui avait vraiment installé le lit de la contestation au plan social. Et pour Macky Sall, c'est la Covid-19 qui a été une pandémie qui a fortement impacté. Dans ces situations, il y a naturellement des remous, parce que sous Wade, la rue avait commencé avec le Front social, et si vous vous rappelez bien, c'est en ce moment, avec les assises nationales, où on a créé un pôle qui faisait face à Wade. Entre-temps, Idi et Macky se sont retrouvés. Avec Wade père, c'est encore flou, mais l'avenir nous dira si la grande famille libérale va se reconstituer un jour. Et justement, Papi Ibrahima Ndiaye, la structuration de la paire est toujours d'actualité selon Seydou Gueye. Le ministre porte-parole du parti présidentiel parle d'un choix de stratégie assumé par la formation politique. On l'écoute. La question est toujours là, ça préoccupe, mais pour nous, c'est une option. Nous avons fait l'option d'avoir un parti organisé, un parti capable d'aller gagner des élections, un parti capable d'innerver la société de ses idées et de ses points de vue, plutôt que d'avoir un parti avec des conflits permanents, de structuration. Parce que l'organisation, c'est la démarche qui rationalise et qui permet d'avoir l'optimisation des activités. La structuration, c'est une distribution du pouvoir, et aujourd'hui, en termes de structuration, nous avons des secrétariats nationaux qui sont occupés, où il y a le secrétaire chargé de la communication, il y a le secrétariat national chargé des élections, de la structuration des structures, relations extérieures, école du parti. Donc toutes ces positions sont pourvues. Et au niveau local, nous avons toujours privilégié la démarche du consensus. Chaque fois que les bases sont d'accord pour avoir un coordonnateur, que ce soit au niveau de la commune ou au niveau du département, c'est validé. Il faut entendre et comprendre que l'Alliance pour la République n'est pas un parti comme les autres. Une autre commémoration ce 1er décembre, les événements de Thiaroye. En 1944, des dizaines de tirailleurs sénégalais ont été tués par l'armée française alors qu'ils ne réclamaient que le paiement de leur solde. Le film de ce drame retracé par Papa Lumsar. Ils étaient pourtant dans les champs de bataille engagés pour protéger la France. Ils étaient pourtant comblés de gloire à la bataille d'Ypres lors de la prise du fort de Douaumont en 1914. Ils ont pourtant participé à la libération de la France lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont malheureusement tués à Thiaroye le 1er décembre 1944. Pas de justice, ni de procès, encore moins de reconnaissance. Le Sénégal, dont l'histoire se souvient du massacre de Thiaroye où plusieurs tirailleurs sénégalais ont perdu la vie malgré leur sacrifice. C'est par un décret signé le 21 juillet 1857 à Plombières-sur-Bain que Napoléon III crée le corps des tirailleurs sénégalais. Mais Napoléon a seulement entériné cette décision. L'idée venait de Louis Faidherbe, le gouverneur général de l'Afrique occidentale française, voulait combler le manque d'effectifs de ses troupes. L'appellation « les tirailleurs sénégalais » peut-être en trompe l'œil, d'autant plus que ces troupes n'étaient pas seulement composées de Sénégalais. Ces membres venaient également de tous les pays d'Afrique occidentale et équatoriale française. Mais ce nom, le plus utilisé, se justifie par le fait que le Sénégal était dans le peloton de tête des pays qui ont le plus envoyé d'effectifs. Fin novembre 1944, 1600 soldats africains sont regroupés dans le camp Thiaroye, des soldats qui étaient des prisonniers de guerre mais libérés après le débarquement de Normandie par les Alliés. Les autorités françaises leur devaient des soldes, pécules et primes de guerre, des engagements qui ne sont pas respectés par les autorités coloniales. Le 27 novembre 1944, un contingent de 500 hommes devait quitter le camp à destination de Bamako, mais ils ont refusé de partir, réclamant leur dû. Le général Marcel Dagnan, le général de la division Sénégal-Mauritanie, arrive sur les lieux le 1er décembre 1944. Le haut commandement français réunit des soldats sur l'esplanade du camp Thiaroye et fit ouvrir le feu sur ces tirailleurs.
Des massacres dont les contours restent toujours flous. Et aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'un jeune entrepreneur sénégalais dans le domaine de la couture. Paco Ndiaye a trimé dur avant de lancer sa propre marque de vêtements. C'est un passionné de la mode qui emploie aujourd'hui 14 personnes qui s'est entretenu avec Amago Robernian. Tout démarre en 2008. Pape Ndiaye décide de mettre sur pied son propre atelier. Un début difficile, certes, mais pas impossible à surmonter. Parfois, les gens vous voient réussir dans la vie et ils pensent que vous avez brûlé des étapes pour en arriver là. Là où j'ai choisi de rester et d'y croire, d'autres ont préféré voyager pour réussir. S'agissant de ses débuts toujours, Pape Ndiaye va tenter d'ouvrir son atelier à 2 reprises, mais sans succès. J'ai ouvert 2 ateliers, mais ça n'a pas marché. L'un à Sacré-Cœur, l'autre à Liberté 6. Et toutes ces mésaventures et ces échecs ne m'ont pas découragé. Sans soutien financier dans son entourage, sa passion et sa ténacité le portent. J'ai vécu toute forme d'échec qui pousserait aujourd'hui un jeune à braver la mer pour rejoindre l'Europe. Et j'avais personne pour me soutenir. Tu as un métier et tu veux réussir, mais les moyens font défaut. C'était un chemin de croix parce que nous avons choisi ce métier par passion. Aujourd'hui, son projet a généré une marque et 14 emplois directs. Aujourd'hui, nous employons 14 personnes, grâce à Dieu. Et nous avons ouvert cet atelier en 2013, suite à mes 2 ateliers qui n'ont pas marché, vraiment. De ses débuts difficiles, Pape Ndiaye est parvenu au sommet, transformant ses faiblesses en atouts. Le jeune entrepreneur a en ligne de mire d'autres objectifs. Merci Amago Robernian. Une autre success story à découvrir mardi prochain sur ITV. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci à toute l'équipe de la régie, Cheikh Hassan Afal, pour la suite de la Total. Bloc d'information tout de suite et on se retrouve demain pour l'édition du soir. Au revoir.